l'entrevue parisienne, une action menée et organisée par la Jeune Chambre économique de Paris. Notre objectif, c'est d'offrir aux candidats aux élections municipales la possibilité de s'adresser aux jeunes Parisiens, de passer le message, mais également de s'exprimer plus généralement sur le programme qu'ils proposent pour notre ville. Jeune Chambre économique de Paris a souhaité d'entendre tous les candidats aux élections municipales. Ce soir, nous accueillons M. de Saint-Just, candidat du parti Front National. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Merci de votre participation aux entrevues parisiennes. Surtout que ce mot entrevue parisienne est très beau. C'est pas très économique, mais enfin, c'est très agréable. Bon, vous allez voir, il va y avoir un peu d'économie tout à l'heure. Nous allons passer 20 minutes ensemble pour échanger sur les thématiques de la culture, l'urbanisme ou l'économie. 20 minutes, 6 questions, c'est parti. Nous savons tous que la culture est au cœur des Parisiens. Alors, quel projet culturel pensez-vous pour notre ville? Par exemple, après Dubaï, est-ce à Paris de déposer sa candidature pour l'exposition universelle? Alors, j'ai un peu un problème préalable pour vous répondre. On a un problème en France, à Paris, c'est le poids de la fiscalité, le poids des impôts, sur le plan national et sur le plan parisien aussi. La dette de Paris a complètement explosé. M. Delanoë n'a pas trop augmenté, il les a augmentés, mais moins qu'ailleurs les impôts locaux, mais il a considérablement emprunté. Maintenant, il va falloir rembourser ou en tout cas payer les intérêts de la dette. Donc, moi, j'ai prévu en exergue de tout mon programme des économies pour aboutir à une baisse de la fiscalité. Alors, ce n'est pas dans vos questions, donc je vous On a parlé de la culture. Oui, je ne vous en parle pas immédiatement, mais il est évident que dans mon mandat, la politique culturelle sera un peu fonction du budget de la ville. C'est quand même ça ce qu'il y a de principal hein. Dans une collectivité territoriale, c'est le budget, les impôts et donc ce dont on dispose. Il faut d'abord le savoir avant de se lancer dans de grands projets, et notamment dans de grands projets culturels. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'exposition universelle, je suis incapable de vous répondre. Je suis incapable de savoir, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on me pose la question, il faudrait que je puisse savoir quel rapport, si vous voulez, pour parler un peu vulgairement, qualité-prix, ce que ça coûte, ce que ça peut rapporter, et si on peut engager cela. Monsieur Delanoë, par exemple, a raté son affaire avec les Jeux Olympiques, mais qu'est-ce que ça aurait coûté? Est-ce qu'on aurait pu y faire face? Parce que vraiment, nous avons un problème sur le plan culturel. Alors, et pas du tout pour ça qu'une mandature, que si je suis maire de Paris, je négligerai tout l'aspect de politique culturelle de la mairie. Mais voyez-vous, là aussi, on est bien obligé de dire ça. Monsieur Delanoë, pendant ces 12 ans, a complètement, enfin pas complètement, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait en ce qui concerne le patrimoine culturel et historique qui appartient à la ville de Paris. Et il y a énormément de bâtiments historiques qui sont dans un grand état de délabrement. Alors je veux bien qu'on ait fait des grosses opérations comme le 104 rue d'Aubervilliers ou la Maison des Métallos, etc., etc. Il faudrait d'abord entretenir et peut-être vraiment embellir l'existant, parce que je vais vous dire, les touristes qui sont extraordinairement nombreux à Paris, qui apportent beaucoup d'argent, ils ne viennent pas voir la Maison des Métallos. Ils viennent voir le Louvre, ils viennent voir Saint-Germain-l'Auxerrois, ou ils viennent voir Saint-Sulpice. Voilà. Il faut être raisonnable. Très bien, nous posons effectivement la question sur l'exposition, puisque l'Assemblée et le Sénat ils commencent déjà à y réfléchir, y travailler. C'est pour ça. Oui, il faudrait vraiment voir les chiffres avant. Moi, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous répondre. Je dois dire d'ailleurs que pour le moment, sauf si sur le plan budgétaire il y a des modifications, je ne compte pas, moi si j'étais maire de Paris, je ne compte pas pendant les 6 premières années engager de grandes opérations. Que ce soit de grandes opérations culturelles ou des grandes opérations de voirie, je compte améliorer l'existant, m'occuper de l'existant, mais je crois que nous n'avons pas les moyens de nous lancer dans de grandes opérations. Paris est un lieu unique, exceptionnel oui. En termes de choix culturel. Oui. Alors comment inciter justement les Parisiens à bénéficier de cette offre culturelle? Alors je pense que
il faut associer considérablement les Parisiens, et je crois beaucoup au rôle des associations du public. Et il y a déjà, mais il peut y avoir beaucoup plus dans les musées, dans les théâtres, dans les lieux culturels, des associations, des vraies associations composées presque exclusivement du public, animées par le public, et dont il faudra vraiment prendre en compte les aspirations et les demandes pour continuer cette politique culturelle. Enfin, c'est ce que je propose, moi, pour l'association des Parisiens à la culture. Mais je n'oublie pas les touristes aussi, et je vous en ai parlé, et tous les très beaux monuments de Paris, dont beaucoup sont dégradés. Effectivement, 70% de touristes, ce sont eux qui visitent le Louvre, c'est pas effectivement les Parisiens. Les Parisiens sont plutôt dans les musées, dans les théâtres, dans les lieux de culture, etc. Il faut penser à tout. Effectivement, vous venez de parler aussi des bâtiments, mais l'architecture a toute sa place dans le projet culturel de Grand Paris, sans oublier la partie concept de la ville durable. Alors, en 2 mots, quelle architecture pensez-vous pour ce Paris durable? J'ai regardé vos questions, excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris cette question-là. Une architecture pour un Paris durable. Pour les bâtiments qui sont un peu style la Défense. Non, je vois ce que je voulais dire. D'abord, quand on voit la question, pour un Paris durable, c'est un bâtiment qui puisse durer. Moi, je suis quand même très frappé, vous voyez, que... alors, il y a eu la question de l'amiante, mais il y a d'autres exemples aussi, où au bout de 30 ou 40 ans, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple des Halles, du trou des Halles, où on a construit il y a 30 ans quelque chose d'absolument, non seulement sur le plan esthétique absolument ignoble, et sur le plan de la solidité qui n'a pas du tout tenu le coup. Et on a dû, à l'heure actuelle, tout recommencer, 30 ans après. Moi, je connais en banlieue ou en province, mais surtout en banlieue, des ensembles HLM qui ont été construits de façon tellement dégueulasse, pardonnez-moi le terme, que 30 ans après, il faut quasiment tout reconstruire. Alors, vous voyez, la durabilité dont vous parlez dans votre question, c'est peut-être déjà de construire pour des immeubles comme les immeubles en pierre de taille. Vous parliez d'Haussmann, vous parlez d'Haussmann dans votre... qui durent 100 ans, 150 ans, 200 ans. Alors, en ce qui concerne l'architecture durable, c'est-à-dire l'architecture qui pollue le moins possible, c'est ça votre question? Qui est agréable de vivre, qui pollue moins. Je suis tout à fait d'accord pour prendre en considération toutes les possibilités techniques. On peut avoir un problème de coût, notamment dans les logements sociaux, mais on est habitué en France, au moins depuis 1945, à construire les logements sociaux au plus bas coût possible, avec les matériaux les moins bons possibles. C'est un scandale, c'est comme ça qu'on a créé tous ces ghettos, c'est comme ça qu'on a créé toutes ces cités. Et moi, je suis d'accord pour prendre spécialement en considération dans les logements sociaux les méthodes de construction et les matériaux les plus modernes, les plus durables, et les moins polluants, et surtout aussi les plus agréables. On va pas dans les logements sociaux... mais quand même, qui facilite considérablement la vie des habitants. Nous parlons des constructions, des projets urbains. Alors tout naturellement, elle vient de la question de logement. Là, on va dire des principaux du Grand Paris. Et j'ai lu dans le programme de Front National, justement, que votre objectif, ce n'est pas forcément de construire des logements, mais plutôt de les redistribuer. Alors, quels moyens? Oui, parce qu'on a constaté, excusez-moi, je regarde un petit peu mes chiffres, mais on a constaté qu'il y avait à Paris un très gros problème. Puisque vous appelez la jeune chambre économique, il y a un très gros problème dans les entreprises parisiennes, les PME parisiennes. Les TPE parisiennes ont un très gros problème avec le logement de leurs salariés. Énormément de ces salariés sont des gens qui habitent en banlieue et qui habitent très loin. Et c'est obligatoire parce qu'ils n'arrivent pas à se loger à Paris. Et qu'il faut payer à l'heure actuelle 1500 € à peu près pour louer un 2 pièces de 40 mètres carrés à Paris. Donc ils n'arrivent pas à se loger à Paris. Leurs voyages sont extrêmement pénibles, ils sont fatigués, ils sont stressés. Et c'est un très gros problème pour les commerces, les TPE et les PME parisiennes. Alors nous pensons... donner la priorité dans les logements
et notamment dans les logements sociaux, aux salariés des commerces, des PME et, parisiennes. Alors, ça reste à définir sur le plan juridique, etc. Mais ça serait tout à fait possible, je le pense, ça ne serait pas du tout une discrimination parce que ce serait vraiment en faveur du commerce de l'emploi et de l'emploi à Paris et de l'emploi de toutes ces personnes qui, la plupart du temps, sont obligées de faire 1h30 le matin, 1h30 le soir pour revenir dans leur domicile. Et c'est presque pas notre principale proposition, mais c'est une grande proposition de notre part, bien voir l'impact du logement avec l'activité économique et avec l'emploi. Justement, une très, très bonne transition. Nous parlons des salariés. Alors, quel emploi des jeunes envisagez-vous dans un grand Paris solidaire? Alors, d'abord, je suis maire de Paris, mais je ne suis que maire de Paris. C'est-à-dire que je n'ai pas de levier considérable comme maire de Paris concernant l'activité économique, l'emploi, etc. C'est plutôt le conseil régional, la grande compétence sur l'emploi. Mais moi, ma principale proposition en ce qui concerne l'emploi, et je vais revenir à ce que je disais au début de notre interview, c'est la fiscalité, ce sont les impôts. Je vais proposer de baisser la fiscalité de 20% en 6 ans. C'est-à-dire la masse des impôts prélevés sur les Parisiens est d'un peu plus de 3 milliards par an. Je propose de la baisser de 100 millions d'euros par an, qui fait 3,5% par an, donc ça ferait 20% au bout de 6 ans. Et de baisser par là même les frais de fonctionnement de la mairie de Paris. Et je veux qu'on puisse dire, aux familles et aux entrepreneurs, je veux que le maire de Paris puisse dire aux familles et aux entrepreneurs, venez à Paris, vous ne serez pas matraqués sur le plan fiscal. Venez à Paris sur le plan fiscal. Et je ne dis pas que c'est la seule chose que je puisse faire comme maire de Paris, mais c'est la meilleure des choses. Parce qu'en plus, je ne sais pas pour quel régime économique vous êtes, mais je pense que vous êtes quand même pour un régime capitaliste et libéral. Et je crois que les entrepreneurs, il faut leur ficher la paix le plus possible. Il faut les laisser tranquilles. Et notamment, il faut essayer de ne pas trop leur prendre au point de vue impôt et au point de vue charge. Et je crois que la meilleure façon pour un maire de faciliter l'emploi dans sa ville, c'est de baisser les impôts. Alors en ce qui concerne les emplois jeunes, je n'ai pas, moi, de recette miracle comme maire de Paris. C'est plutôt une question sociale qu'économique, de favoriser plutôt les emplois jeunes plutôt que les emplois de cadres ou les emplois de seniors. C'est plutôt de la compétence de la région, de la compétence de l'État. Moi, ma grande proposition, c'est baisser les impôts, essayer de ficher beaucoup plus la paix aux familles, aux salariés donc, et aux entrepreneurs. En parlant des jeunes, on pense assez naturellement des réseaux sociaux, des achats en ligne, achats banques, achats mobiles, des livres numériques, etc. Alors, quelle place accordez-vous à l'économie numérique, justement? Alors, vous savez qu'on ne dit plus l'économie numérique, hein. On dit l'économie digitale. Digitale. C'est-à-dire celle qui se... Et moi, si vous me le permettez de faire, mais je suis extrêmement branché dans ma campagne électorale et j'ai un responsable de ma campagne digitale. Il m'a dit, je lui ai dit campagne numérique, non, campagne digitale. Donc, je sais qu'à Paris, ça va être un vecteur très important de la campagne électorale. J'ai toujours été pour le progrès technique, ne jamais refuser le progrès technique, au contraire, et l'accompagner le plus possible. Alors j'ai été conseiller municipal pendant longtemps, conseiller régional. On peut donner, il y a beaucoup d'aides à donner, surtout au conseil régional, à la municipalité un peu moins. Mais il est certain que toutes les aides que la municipalité de Paris pourrait donner dans la mesure de ses possibilités juridiques et financières, hein, compte tenu de ce que je vous ai dit, peuvent être dirigées vers le développement technique et vers cette économie numérique, vers cette économie digitale. C'est certainement un très grand avenir. On a raté pas mal de marches d'ailleurs déjà en France à ce sujet-là. On a laissé beaucoup trop la concurrence dans les autres pays. Enfin, puis on n'a pas accompagné ceux qui ont déposé des brevets, on n'a pas accompagné les inventeurs français suffisamment. On est en retard. Mais en ce qui concerne les jeunes, en ce qui concerne l'emploi de tous les vecteurs de l'économie
numérique et de toute économie digitale. Et moi, j'y suis extrêmement favorable. Ainsi, je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Si vous avez un message à passer aux jeunes ou à la Jeune Chambre économique de Paris, eh bien, quel serait ce message? moi je trouve que Paris est devenue une ville assez artificielle et même quelquefois dans certains quartiers assez inhumaine. Je vais assez souvent, pour des raisons professionnelles, dans 2 endroits, à la porte de Bagnolet et puis aussi dans le quartier des Poissonniers, ce qu'on appelle la porte des Poissonniers. Franchement, ce sont maintenant des quartiers qui sont très difficiles, hein, très difficiles. Les jeunes qui y sont ont une vie extrêmement difficile, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de délinquance. Monsieur Delanoë cache tout cela. Il peut y avoir maintenant presque 2 Paris, hein. Celui où nous sommes, le quartier latin, le 8e arrondissement, etc., etc. Mais dans l'Est et dans le nord de Paris, il y a vraiment des quartiers qui sont extrêmement difficiles. Moi, si je suis élu maire, je m'attacherai en priorité à ces quartiers-là, parce que je pense que quand on fait de la politique, on va vers ceux, d'abord, on va vers ceux qui souffrent et qui sont les plus démunis. Donc je pense que Paris est devenu un peu artificiel, un peu inhumain. Moi, je voudrais lui redonner du sang. Je pense que ce sang passe par le retour à Paris des familles, donc des jeunes, des classes populaires et des classes moyennes. M. Delanoë les a fait fuir. Je crois que si on continue comme ça dans les années à venir, ça serait extrêmement dommageable. Vous aurez une ville froide qui sera surtout, et encore le tourisme, j'ai dit que c'est très très utile et très nécessaire et ça fait vivre la ville. Il ne peut pas y avoir que ça. Il faut une ville de Parisiens, une ville de Parisiennes, une ville de famille, une ville de jeunes. Et moi, le message que je veux passer, c'est que si je suis maire de Paris, c'est à cela, à travers tout ce qu'on a pu dire, mais encore il y a beaucoup d'autres propositions, c'est à ça à quoi je m'attacherai, parce que je veux que ce soit une ville qui recommence vraiment à vivre pour les Françaises et les Français qui sont et qui doivent revenir en plus. Ils sont partis très loin. Hein. Moi j'ai même des enfants qui travaillent dans Paris, mais qui habitent à 40 km de Paris, parce qu'ils ne peuvent pas trouver un logement décent avec 1 ou 2 enfants, que ce soit à Paris ou dans la petite couronne. Et quand j'ai commencé à travailler ou même à fonder une famille, c'était pas du tout comme ça. On pouvait se loger, mais c'était facile de se loger à Paris. Il n'y avait pas de problème particulier de trouver 4 pièces à des prix normaux dans des quartiers très proches de son travail. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est quasiment devenu impossible. Donc, si on revient aux questions de logement, la priorité nationale. La priorité nationale, la préférence nationale. Vous avez vu ça dans les passages du Front National. Le problème à l'heure actuelle, c'est que... ce qui est écrit oui. dans le programme qu'on peut trouver sur... Oui. Vous savez, Alain Finkielkraut a dit l'identité nationale fait partie du corps national lui-même. L'identité nationale, c'est un acquis de la Révolution française. Sous l'Ancien Régime, on était sujet du roi. Depuis la Révolution française, on est sujet de la nation française. C'est quelque chose de très beau, quelque chose de très profond, mais malheureusement, c'est devenu illégal. Il y a même un article du Code pénal qui réprime la discrimination au profit des non-nationaux. C'est totalement surréaliste. Donc il faudra d'abord que le Front National prenne le pouvoir pour modifier ces dispositions législatives avant de pouvoir appliquer une préférence nationale dans le logement, dans les emplois, dans les aides sociales, etc. etc. Chose que un très grand nombre de pays pratiquent, chose que la gauche a longtemps pratiquée, puisque c'est un ministre du Front Populaire, M. Salingro, qui fait voter une loi pour exiger la priorité nationale dans l'emploi. Depuis 1936, on ne pouvait pas, sauf quand on pouvait faire autrement, on devait employer de façon prioritaire quelqu'un qui avait une nationalité française. Ça a été supprimé par François Mitterrand. Et nous pensons que c'est une mauvaise chose, mais pour le moment, ça n'est pas légal. Ainsi, notre interview se termine. Voilà. Merci, Monsieur de Saint-Just, d'avoir répondu à l'invitation de la Jeune Chambre économique de Paris. C'est moi qui vous remercie, car c'était extrêmement intéressant. Et à bientôt. À la prochaine interview parisienne.